Hola, hola, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va attendre 2-3 petites minutes avant de commencer. Bon, j'espère que vous êtes en forme parce que ça va, ça va envoyer là pendant une semaine pour réviser tout ce qu'il y a à voir. Alors bon, bah du coup, là l'idée ça va être comme je vous avais prévenu de faire 4 sessions. Euh, Là, il y aura une session sur les probas, une session sur les suites, une session sur les fonctions et une session un peu générale où vous pourrez venir avec vos questions. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens. Tadadam. Ok, merci pour le son. Ouais, pourquoi pas une session sur les équadifs et les primitives. C'est prévu. On va voir en fonction de comment se passent les premières, si ça vous convient. Et puis, et puis, ouais, il y en a une qui est déjà presque prête aussi de session pour les équadifs. Il y a pas mal à voir. Et puis c'est sûr que de toute façon au bac blanc, voilà, c'est ces chapitres-là qui vont tomber le plus, quoi. Du coup, ben, juste un peu pour voir aujourd'hui, du coup, l'idée, c'est de faire un QCM déjà. Enfin, on prend une annale, je crois que c'est de 2023. Voilà, pour s'échauffer un peu. Ensuite, bah, il faut absolument savoir faire les annales classiques. Et le mieux, c'est de les reconnaître. Donc, voir bien les différentes parties, comment ça se passe, comment ça s'enchaîne. Voilà, il y aura, bon, on va le voir, il y aura tout le temps le même format. Et donc, si c'est un exo de ce type-là, ce qu'on appelle une annale classique, disons, dans ces cas-là, vous pouvez pas rater. Ça, c'est absolument, enfin, c'est facile, quoi. C'est vraiment un chapitre facile sur lequel il faut maximiser les points. Après, ben, on verra, il y a aussi des annales moins classiques. Pas trop, mais quand même. En particulier, celle qu'on verra après, elle est bien corsée quand même. Enfin, elle est vraiment différente des autres. Donc, ça tourne toujours autour du même sujet, hein, bien sûr, mais voilà, elle est pas classique. On verra par rapport aux premières qu'on va présenter. Bah celle-là, il y aura des fonctions dedans, des trinômes, du delta et tout. Enfin, voilà. Donc, on est plus habitué à avoir des exos de proba et suite. Là, je pense pas qu'on ait le temps. On verra peut-être dans le chapitre des suites quand on fera la session sur les suites. Voilà, donc du coup, approximativement, j'ai mis le temps à côté que j'estime qu'on va y passer. Bon, c'est largement susceptible d'être modifié selon bon, voilà, comment ça se passe. N'hésitez pas à poser des questions, à interagir. S'il y a des trucs que vous comprenez pas, si vous voulez répondre, il y a des moments où je vous laisserai vous répondre et après on corrigera. L'idée, c'est vraiment voilà, profiter de ce moment-là pour faire comme si c'était une session d'une heure et demie de révision, quoi. Euh, voilà, si vous êtes à peu près prêt, si vous avez déjà un peu relu votre cours, refait un peu vos exos, bah voilà, ça peut être la dernière session de révision pour vérifier que tout est acquis. Donc prenez-le comme ça. Je sais que c'est pas facile là pour un congé de se mettre à faire ça, mais bon. Allez, bah, c'est parti. Donc là, on va commencer du coup avec ce QCM-là. Donc ce QCM-là, c'est sur le site des Annales. C'est le site, c'est le sujet de 2023 tombé en Europe, donc dans les lycées français en Europe. Et c'était le jour 2. Voilà, pour s'y repérer un peu. Du coup, ben, bon, déjà, première chose à dire, tous les QCM commencent par ça. Donc ça, faut le lire une fois correctement. Et après,
le jour du bac, il ne faut pas perdre 4 heures à lire ça. Il faut vérifier que c'est encore la même chose que d'habitude en lisant en diagonale, qu'il n'y ait pas de différence majeure, on ne sait jamais. Voilà. Mais a priori, non. Donc voilà, il n'y a rien de spécial, juste qu'il n'y a pas de point négatif, etc. Et il n'y a qu'une seule bonne réponse. Voilà, globalement, et pas de justification. Alors du coup, je passe toute cette partie, on s'en fout un peu. Sachant que notez bien que les QCM, faut pas tout miser dessus, hein, parce que les QCM, il y en avait pas l'année dernière, par exemple. Donc il y avait plus de vrais faux. Donc les vrais faux, c'était beaucoup sur les suites, mais pas que. Donc nous, on en verra pas mal pendant le live des suites. Mais voilà, faut bien considérer que du coup, c'est possible qu'il n'y en ait pas. Mais dans tous les cas, faire des QCM, ça permet de revoir un peu toutes les notions en vrac. Et c'est des notions, c'est des questions qui pourraient tomber au milieu d'un exo complet, disons. Ok, eh ben écoutez, je vous laisse un petit peu de temps pour garder. Et puis essayer de répondre. Si vous avez déjà la réponse à la question A, n'hésitez pas à la mettre en commentaire dans le chat pour voir si ça vous paraît facile ou pas, voir si justement tout le monde réussit pas. Voilà, n'hésitez pas, prenez le temps de regarder. Donc là, c'est important de bien lire l'énoncé une fois, parce qu'on nous dit que les questions sont indépendantes plus haut, mais elles respectent toute la logique d'un seul énoncé pour cette fois. C'est pas le cas tout le temps. Des fois, les questions n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Là, si. Toutes dépendent de ce sujet-là. Voilà, donc moi, je vais pas mal parler. Si vous voulez vous concentrer pour essayer de le faire tout seul, n'hésitez pas à couper le son. Et puis voilà, vous remettez dès que vous voyez que je commence à corriger ou vous avez fini. Donc là, on a une chaîne de fabrication qui produit des pièces mécaniques et on estime que 4% des pièces sont défectueuses. Donc ce genre de situation, c'est un ultra classique. Bonne, pas bonne, voilà, deux choix possibles, oui, non, blanc, noir. Donc ça, c'est vraiment très classique. Ça va être de la loi binomiale à plein poumon, à fond. Donc donc là, on est content. Normalement, quand vous lisez ça, vous êtes content parce que du coup, ça veut dire qu'il faut appliquer la loi binomiale. Normalement, ça va être facile. C'est tout le temps la même chose. Donc, si vous voyez ça, normalement, là, faut être content et, et maximiser les points là-dessus. Alors, du coup, ils choisissent au hasard n pièces produites par la chaîne de fabrication. Donc, n, ça va être le nombre d'essais. Le nombre de pièces produites est suffisamment grand pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise. Donc cette partie-là, en fait, c'est pour dire qu'on va pouvoir appliquer la loi binomiale. Voilà. Si c'était pas avec remise, ça veut dire que chaque expérience, à chaque fois qu'on répète, c'est pas indépendant de celle d'avant. Ça veut dire qu'il y a une influence du premier tirage sur le deuxième, etc. Et donc là, on ne peut plus appliquer la loi binomiale. Donc là, tout va bien, on va pouvoir le faire. Donc, pas de surprise, rien de bizarre, tout est tranquille. Donc x, c'est la variable qui compte le nombre de pièces défectueuses. Bon, pas surprenant. Bon, à partir de là, notez bien les paramètres. Ok, donc là, si on a x qui représente le nombre de pièces défectueuses, il faut avoir la probabilité de tomber sur une pièce défectueuse. Donc là, il faut retourner, il n'y a qu'un seul chiffre dans l'énoncé. Donc il est là. On vérifie bien que ce n'est pas le contraire qu'on nous affiche. Donc c'est bien que les pièces soient défectueuses, les 4%. Donc du coup, la probabilité de tomber sur une pièce défectueuse, c'est 0,04. Ok. Du coup, là, ils nous disent que dans les 3 questions suivantes, donc ça c'est important à noter. Ça, si vous le voyez, alors je vais le mettre en valeur. Si vous le voyez, c'est important de bien le mettre en évidence parce que du coup, ça va avoir une vraie utilité pour la suite. Ok. Les 3 questions suivantes, n égale 50. Ok. Ça veut dire qu'à partir de la 4, il y aura du n. N ne vaut plus nécessairement 50. Voilà. Bon, ça ne change pas grand-chose. Il faudra faire exactement la même chose. Mais du coup, dans un cas, on connaît n, dans un autre, on ne connaît pas.
Très bien. Alors, est-ce que vous avez déjà pu regarder la question 1? Est-ce que vous avez à peu près une idée de quelle réponse ça serait? Donc là, on veut la probabilité de tirer au moins une pièce défectueuse. Au moins une. Comment on traduit ça? Bonjour, bonjour, bonjour. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est parti sur un QCM là pour s'échauffer. Du coup, on n'est que à la question 1. Je vais les noter, je vais essayer de les tenir pour savoir, pour ceux qui arrivent en cours, pour que vous puissiez savoir où on en est. Là, on en est à la question 1. Donc, je vais remonter un peu pour que tout le monde puisse voir l'énoncé au complet. Alors, bon, histoire de lancer le truc, je vais peut-être corriger celle-là tout de suite. Après, je vous laisserai un peu plus de temps pour les suivantes. Si vous avez déjà trouvé pour la question 1, n'hésitez pas à regarder la question 2. Question 2, un petit peu moins classique. Du coup, elle est intéressante à regarder quand même. Tac, tac, tac. Alors, hop, si je vais par là. Donc, hop. Alors, donc là, on nous demande la probabilité de tirer au moins une pièce défectueuse. Si X, c'est le nombre de pièces défectueuses, au moins une, ça veut dire 1, 2, 3, etc. ou plus. Au moins une, c'est 1 ou plus. 1 ou plus, ça veut dire que le nombre de pièces, qu'on appelle X, il doit être plus grand ou égal à 1. Okay? Et nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité de ça. Alors, pour calculer ce genre de probabilité, bon, il faut toujours faire la même chose. Quand c'est supérieur, il faut tout le temps faire 1 moins inférieur. Ok? Pourquoi? Alors, on y reviendra dans la question 2, mais je vous conseille de toujours prendre une échelle graduée comme ça. Ça, c'est le nombre de succès. Donc, on a 0 succès jusqu'à 50 succès. Si on veut en avoir 1 ou plus, c'est-à-dire que je veux tout ça. 1, 2, 3, etc. jusqu'à 50. Et ce que je veux pas, c'est ça. Donc en fait, si on veut tous les cas possibles de 1 jusqu'à 50, le seul qu'on ne veut pas, c'est 0. Donc je prends tout le monde, hein, la somme de toutes les probabilités, c'est 100%, donc 1. Si on parle en nombre décimal, donc ce sera 1 moins celle qu'on ne veut pas. Et du coup, là, on va pouvoir réutiliser la fameuse formule. Donc celle-là, pas le droit de ne pas la connaître. Hein. Ça, c'est la seule quasiment, enfin, pas vraiment la seule, mais la seule sérieuse, la seule formule sérieuse à retenir de ce chapitre. Alors je sais qu'elle n'est pas belle, mais quand même, faites un effort. C'est quand même pas non plus la mer à boire. Rappelez-vous bien que c'est un nombre de pièces défectueuses. K, bah, c'est le nombre qu'on choisit. Ici, on a choisi K égale 0. Okay? On veut 0 pièces défectueuses. Probabilité, nombre de pièces défectueuses égale 0. Égale K ici. Donc, c'est le nombre qui est donné par les combinaisons, c'est-à-dire K parmi N. La probabilité de succès fois, enfin, la puissance, le nombre de succès. Et la probabilité d'échec, du coup, le reste, puissance, le nombre d'échecs. Donc du coup, si on applique ici avec, nous on a dit qu'on avait n égale 50, hein, c'est entouré dans le PDF. N égale 50, du coup, K ici vaut 0, ça nous donne P de X égale 0, ça fait 0 parmi 50, fois, du coup on a dit que le petit p c'était 0,04, puissance 0, fois 1 moins 0,04, j'ai déjà écrit la réponse, 50 moins 0. Bon, là, je prends un temps fou hein, pour le faire. Vous avez le droit d'aller plus vite que ça. Hein. Là, c'est la première, on s'échauffe. J'irai plus vite par la suite. Ok? Donc, 0 parmi quelque chose, ça fait tout le temps 1. Parce que, en fait, combien il y a d'ensemble
à 0 élément, bah, il y a l'ensemble vide. Donc, il y en a 1, ce sera toujours ça. Dites-vous que ça ne peut pas être 0. Parce que si c'était 0, ça ferait que tous vos 0 tout le temps. À chaque fois qu'on cherche x égale 0, ça vaudrait 0 tout le temps. C'est pas possible. Sinon, ça se serait. Du coup, ça ne peut pas être 0. Puissance 0 ici, ben, ça vaut 1 aussi. Et 1 moins 0,04, ça vaut 0,96. Et 50 moins 0, bah 50. Ok? Du coup, ben, il faut faire 1 moins ça. Ça, si je simplifie les 1 fois, on peut s'en passer. Hein. Et du coup, ça nous donne ça. Et ça, si on fait le calcul à la calculette, bien sûr, hein, 0,96 puissance 50, à moins que vous ayez la calculette dans la tête, ça ne se fait pas de tête. Donc, la probabilité que ce soit supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins 0,96 puissance 50. Ok? Et ça fait du coup, je vous le donne déjà, je l'ai fait déjà à côté. Ça donne ça, c'est-à-dire réponse B. Voilà. Bon, ça, normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Vous devriez à peu près avoir ça clair en tête. Si là, déjà, ce qu'on fait est compliqué, ben, je vous suggère de vraiment vous mettre à bosser parce que du coup, vous allez en chier sinon. Ouais, ça c'est... Bon, je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire que si vous le savez le faire une fois, vous êtes presque sûr de tomber sur une question similaire. Et il faudra faire exactement la même chose. Le 1 moins P de x égale 0, il est là une annale sur deux presque. Donc vraiment, ça, ce serait cool si vous pouviez maîtriser très vite. Bon, maintenant qu'on s'est chauffé, on peut déjà passer à une question légèrement plus dure. Alors je dis légèrement, là il suffit de poser les choses. Donc je vous laisse y réfléchir. Déjà vous pouvez... ouais, je vous laisse y réfléchir un peu. S'il y en a un qui a la réponse, ben, n'hésitez pas à le mentionner. Et on verra, de toute façon, bon, si vous faites faux, hein. C'est pas grave. Alors, on dort ou quoi? J'espère que vous vous dites pas, oh là là, je suis à la rue, je comprends rien de ce qu'il fait. Non, normalement là, ça devrait aller. Si ça va pas, vraiment, c'est que vous n'êtes pas encore réveillé, voilà. Du coup, alors, on se met là. Donc là, on veut la probabilité, en fait, que le nombre de pièces défectueuses soit compris entre 3 et 7. Alors, bah ça, la probabilité que ce soit compris entre 3 et 7, ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Ça va encore. Bon, bah nickel. On peut continuer alors. Alors, du coup, bah, qu'est-ce que tu aurais dit, toi, comme réponse pour la 2? Allez, roulement de tambour. Est-ce qu'il y en a un qui a la bonne réponse ou personne n'a la bonne réponse? Ou personne n'a d'idée? Alors, bah vas-y, je commence à corriger. J'essaierai de regarder si avant que j'arrive à la correction, même si pendant la correction vous trouvez enfin, n'hésitez pas à essayer. La D, ok. Pourquoi pas? Alors, on va voir ça. Donc, la D, ça voudrait dire... Alors, ouais, on va le montrer comme ça. Donc là, ce qu'on veut, c'est ça. Hop. C'est-à-dire qu'on veut que le nombre de pièces défectueuses, c'est-à-dire... C'est ça, hein, ouais. X, il soit strictement plus grand que 3, c'est-à-dire... Et plus petit que 7 ou égal. C'est-à-dire qu'il peut valoir quoi? Ben, il peut valoir 4, 5, 6 ou 7, en fait. Le nombre de pièces défectueuses doit être plus grand que 3 strictement et plus petit ou égal à 7. Donc il peut valoir 3, 4, 5, 6, 7, pardon. 4, 5, 6, 7, les possibilités. Donc si je reprends ma barre de tout à l'heure, en fait, ben, si je reprends, donc on était à 0,50, hein, pour rappel, et là on aimerait
du coup, bon, je l'ai fait au pif, hein, on s'en fiche, c'est juste pour avoir une idée. C'est pour une deuxième réponse. Ouais, c'est serré déjà, il y a plusieurs réponses possibles, donc ça veut dire que c'est pas si évident, donc parfait. Alors regardez bien comment je vais le faire. En fait, faut pas apprendre une formule par cœur. Vous avez bien vu que ces formules-là, elles sont bien trop compliquées à apprendre par cœur. Faut juste réfléchir. Dites-vous que si on veut 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire que je peux prendre toutes celles jusqu'à 7, moins toutes celles-là, là. Et il me restera bien celle du milieu, 4, 5, 6 et 7. Donc en fait, il faut que je prenne la probabilité d'avoir jusqu'à 7 pièces défectueuses moins la probabilité, du coup, d'avoir jusqu'à... Alors ça vous aide pas à vous corriger parce qu'effectivement c'était pas lacé. Parce que là du coup avec ce que j'ai dit ça vous aide. On prend toutes celles jusqu'à 7 et on va enlever 0, 1, 2, 3. C'est quoi 0, 1, 2, 3? C'est que x soit plus petit ou égal à 3. X plus petit ou égal à 3, ici, ça concerne bien 0, 1, 2, 3. Et c'est parfait. Nous, on prend jusqu'à 7 et on enlève 0, 1, 2, 3. Donc, on a bien entre 3 et 7, sans que ce soit 3. Donc là, c'était celle-ci et donc la réponse B. Est-ce que ça va? Vous avez compris la correction? Donc normalement, avec cette histoire de droite là, enfin de ce bout de segment là, si vous vous dites voilà, je prends tout cela et j'enlève cela, ce sera tout le temps une soustraction en fait. On va prendre le plus grand et enlever la partie qui nous embête. Donc ici de 0 à 3 inclus. Ok, on passe à la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, intéressant. Là, ça change un peu de domaine. C'est un truc que vous aimez pas forcément, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, en tout cas, les questions qu'on vous pose sur ce genre de truc, c'est pas si compliqué. Là, c'est tout ce qui concerne les intervalles de fluctuation, etc. La dernière partie du chapitre. Alors, cette fois, on cherche le plus petit entier k, tel que la probabilité de tirer au plus k pièces défectueuses soit supérieure ou égale à 0,95. Alors là, pas le choix. Il faut écrire, ça correspond à quoi? Alors, essayez de le faire de votre côté aussi pour voir si vous y arrivez. Donc ça, on l'a fait. Et là, on en est ici. Donc, au plus k pièces. Au plus, ça veut dire k ou moins. Au plus 3, ça veut dire que maximum 3. Donc là, ça voudrait dire que le nombre de pièces défectueuses doit être plus petit ou égal à k. Okay? Et on cherche k. De telle sorte que cette probabilité-là, d'avoir, je ne sais pas moi, moins de 7 pièces défectueuses, on soit sûr à 95% de l'avoir. Ok? Donc ça, le plus dur, c'est de l'écrire. Il faut juste l'écrire. À bientôt, Ariane, je pense. Bon courage et puis j'espère te voir au suivant. Les autres, n'hésitez pas à répondre aux questions. Ceux qui ont déjà la réponse à la question 3, feu. Dites-moi vos réponses. Si vous avez déjà la question 4, pareil. Si vous avez déjà trouvé, on accélère. Pas de problème. Là, si vous me dites rien, je me dis que peut-être c'est un peu dur. Donc je prends un peu mon temps, mais j'essaierai d'accélérer un peu. Donc vraiment, pour ça, le plus dur, c'est vraiment de l'écrire. Mais voilà, prenez bien le temps de comprendre au plus, au moins, plus de, moins de, à faire ces différences en français pour être tranquille. Ok? Donc ça, ce genre de truc, ça se calcule en fait à la calculette directement. Il faut faire le test. Il faut rentrer ça à la calculette et tester des cas différents. Ok? Donc je ne vais pas vous redire comment on fait la calculette. Je vous laisse essayer.
Donc là, on a une réponse D. Est-ce qu'il y en a qui valident la réponse D? Donc 5. Alors du coup, ce qu'il faut faire à la calculette, il faut que vous rentriez les P de X inférieur ou égal et vous testez des valeurs ici. Ici, vous en testez plusieurs et vous regardez combien ça fait. Ok? Alors, écoutez, si on le fait, moi j'avais déjà rentré, alors là, on n'a qu'à essayer. Donc là, elle nous propose D, c'est-à-dire si K égale 5. Donc essayons de faire le calcul avec K égale 5. Donc là, pour rappel, le N il vaut 50. Et donc la loi binomiale, c'est 50 essais. Et la probabilité, c'est 0,04. Si vous devez rentrer dans la calculette. Et du coup, là, si on essaye K égale 5, moi, j'obtiens à ma calculette... non, je me suis trompé de ça. 10, bin, c'est BCD pour... on obtient, donc à K égale 5, 0,986, disons. Donc on est au supérieur à 0,95. Donc la réponse D est juste. Attention, j'ai pas dit que c'est la bonne. J'ai dit qu'effectivement, si on prend K égale 5, alors on a 98% de chance, 99 quasiment, d'avoir 5 ou moins pièces défectueuses. Ok? Du coup, c'est normal qu'on ait une grosse probabilité d'en avoir si peu. Parce que la probabilité d'avoir une pièce défectueuse est très faible. Donc d'en avoir 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est pas beaucoup de pièces défectueuses. C'est normal qu'il y ait une grande probabilité de ne pas avoir beaucoup de pièces défectueuses. Sinon, du coup, l'usine, il faut qu'elle revoie ses standards, quoi. Alors, par contre, le problème. Ici, il faut quand même checker qu'est-ce que ça donne, parce qu'on nous demande le plus petit cas. Vous voyez ici, c'est le plus petit entier. Donc ça marche, mais on voit que 98, c'est au-dessus de 95, large, entre guillemets. Donc il faut quand même essayer avec 4. Alors si on essaye avec 4, et là, bingo, on obtient P de X inférieur ou égal à 4. Ça fait à peu près, là c'était à peu près aussi, 0,951. Qui est aussi supérieur à 0,95. Donc 4 aussi marche. Donc ça ne peut pas être la réponse D parce que 4 est plus petit. Et avec 4, ça marche. Bon, vérifions quand même que 4, c'est le plus petit. Donc il faut quand même calculer avec 3. Donc, encore une fois, il faut les tester. Vous auriez pu commencer avec 3, avec 2, avec 1. Bon, il faut les tester, mais ça prend pas longtemps. Il suffit de faire exit et de changer la valeur de x sur la calculette. Donc ça prend 2 secondes. Et là, on trouve 0, j'ai déjà mis 0,861. Et ça, c'est inférieur pour le coup. Ça veut dire que le premier cas où c'est au-dessus, c'est quand k égale 4. Donc ici, la réponse, c'était la réponse C. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, je continue. On va regarder la suite. Alors, du coup, là, vous avez vu, j'ai déjà souligné, vous voyez, le fait de l'avoir déjà souligné, hop, on peut rentrer dans la question 4 direct. On a vu l'info tout de suite, l'info importante. Okay, donc c'est important en fait d'analyser le sujet pour, pour avoir une meilleure idée. Alors, c'est parti. Donc ici, notre formule maintenant, on ne peut plus remplacer n par 50. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire les trucs à la calculette. C'est pour ça que les réponses, elles ont du n encore. Là, il n'y a plus rien à rentrer à la calculette. Là, il va falloir utiliser la formule. C'est pour ça qu'il faut connaître les deux. Donc, vous avez vu qu'on peut utiliser la calculette pour calculer, avoir une valeur numérique. Mais dès qu'on nous pose des questions où on a un paramètre encore inconnu, alors là, la calculette, ça ne sert plus à rien. Alors, donc là, c'est parti. Pareil, si vous avez des réponses, n'hésitez pas. C'est pas grave de faire faux. Vraiment, on s'en fout en fait. Donc, peine à problème, comme on dit à Maurice. J'en étais où moi? Je raconte ma life.
Ouais. Donc là, n ne vaut plus 50. Donc du coup, là, on nous demande la probabilité de ne tirer que des pièces défectueuses. Que des pièces défectueuses, ça veut dire que toutes les pièces qu'on tire sont défectueuses. Ok? Et on en tire combien dans cette question? Tout à l'heure, on en tirait 50. Mais là, on a dit que c'était plus 50, c'était n. Ça veut dire que là, en fait, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que le nombre de pièces défectueuses soit égal au nombre de pièces qu'on teste, c'est-à-dire n. Et ce sera que des probas comme ça qu'on vous demande à calculer quand il y a des lettres. Soit quand c'est égal au total d'essais, soit quand c'est égal à 0. Celles-ci, elles sont facilement simplifiables avec les règles de puissance. On va voir. Donc là, ça donnerait quoi? Ben, si je remplace tous les cas de la formule par n, ça me donne ça, du coup. Donc, je peux directement remplacer les probas. Hein. Donc là, c'était puissance k, mais maintenant, c'est puissance n, vu que k égale n. Et du coup, ben là, le 1 moins 0,04, je le passe tout de suite en 0,96, comme on l'a vu déjà plus haut. Et donc là, ce serait n moins n. Et donc ça fait 0. Donc ici, ce serait puissance 0. Et puissance 0, ça fait 1. Et là, pareil. N éléments, combien il y a d'ensemble à n éléments parmi un ensemble de n éléments? Ben, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire combien je peux faire de petits groupes. Imaginez que n vaut 10. Combien je peux faire de petits sacs avec ces 10 éléments qui n'en contiennent qu'un seul chacun? Ben, je peux en faire 10. Chaque élément aura un élément. Chaque ensemble aura un élément. Alors, ça fait 1 aussi. Donc ça, c'est certaines combinaisons qu'il faut absolument connaître. Parce que du coup, elles sont hyper pratiques. Le fait que ça fasse 1, c'est cool quand même là. Ça va nous simplifier. S'il fallait trimballer ça ou remplacer dans l'expression avec les factoriels, bonjour la galère. Enfin, ça se simplifierait aussi, vous me direz. Pas besoin de tout ça. Et voilà, du coup, ben 1 fois 0,04 puissance n fois 1, ben les 1, il dégage, et il nous reste 0,04 puissance n. C'est-à-dire réponse A. Et pour la dernière, tout ce que vous adorez, Python. Alors là, je sais que quand vous voyez ça, vous êtes à 2 doigts de répondre au pif sur un QCM comme ça. Ou, si c'est dans un exo, de ne pas le faire. Mais vraiment, je vous suggère, peut-être qu'on fera une session live dédiée à ça, dédiée au Python, un de ces 4. Parce que vraiment, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Et je vous jure que c'est des points gagnés. Parce que c'est tout le temps les mêmes programmes. Ce while là, pour rester poli, vous l'avez vu combien de fois, honnêtement? Dans chaque annale que vous faites, dans chaque contrôle que vous faites cette année, vous voyez un while presque. Donc, il y a un moment, il faut se dire que si jamais vous savez le faire cette fois, eh ben, ça vous fera quand même un paquet de questions que vous réussirez à faire. Alors, ici, ça veut dire quoi? Donc, c'est encore un truc de seuil. En général, c'est avec les suites, ces trucs de seuil. Mais bon, cette fois, ça marche aussi avec les probas, parce que finalement, on a n ici. On a finalement une suite. Okay, là, c'est une suite arithmético-géométrique en l'occurrence. Bref, on s'en fout, c'est pas la question. Mais il y a du n, et n c'est un entier, parce que c'est un nombre de pièces défectueuses, donc c'est un nombre entier. Donc c'est bien assimilable à une suite. Donc finalement, là, c'est comme une question sur les suites. Et comme je disais au début du live, il y a il y a beaucoup de sujets où on mélange suite et proba, justement, pour cette raison. On fait intervenir une suite à ce moment-là. Bref. Donc la première étape ici, c'est l'initialisation. Là, le n égale à 1, c'est l'initialisation. Là, le 1 moins 0,96 étoile étoile n, ça veut dire puissance n. Si on remonte un peu dans ce qu'on a fait, on l'a déjà vu celui-là. Là. C'était p de x supérieur ou égal à 1. 1 moins 0,96 puissance 50, qui était le n de ce moment-là. Donc en fait, c'est ça qu'on a. Et dans la question 1, qu'est-ce qu'on nous disait? Probabilité de tirer au moins une pièce défectueuse.
au moins une. Okay, donc ça, c'est la probabilité de tirer au moins une pièce défectueuse sur n essais. Okay, là, le but, c'est de savoir au bout de combien d'essais cette probabilité sera quoi. C'est ça qui est important. Ici, c'est inférieur, ça veut dire qu'on va continuer à faire tout ça tant que c'est pas plus grand. C'est-à-dire qu'on continue, ça c'est une boucle qui continue, jusqu'à ce que cette condition ne soit plus vraie. Ok? Donc c'est-à-dire, tirer au moins une pièce défectueuse, ça c'est par rapport à la question 1, et c'est bien supérieur ou égal à x, parce que du coup ça va continuer jusqu'à ce que ce soit supérieur ou égal à x. Bon, je suis allé un peu vite, mais parce que Python, c'est pas le sujet du jour. L'idée, c'était de vous faire voir qu'il y en a aussi dans les probas. Voilà. Bon, c'est important de l'avoir en tête, mais c'est pas le sujet du jour. Ok, donc bon, bah, j'ai clairement pas respecté le temps, hein, mais on a commencé un peu en retard. Le temps qu'il y ait un peu plus de monde connecté. Donc là, ce que je vous propose maintenant, ça va être de prendre... je vais vous montrer quelques annales classiques. Bon, je les ai déjà sélectionnées parce que je ne vais pas vous faire perdre du temps à aller chercher sur Internet ou dans mes documents. Je les ai déjà sélectionnées pour vous montrer à quoi ressemble une annale classique. Et là, le but, c'est de vraiment comprendre comment elles sont articulées. Je vous jure qu'en maths, si vous arrivez à comprendre comment les exercices fonctionnent, comment ils sont articulés, ben, ça vous donnera une connaissance hyper profonde du sujet, de la notion qu'on regarde. Et ça, c'est vraiment tout bénef. Ça vous aidera vraiment partout. Ça vous aidera même à reconnaître où sont les questions classiques dans les annales moins classiques. Ok? Donc, voilà. Donc là, vous voyez, je vous l'avais écrit là sur le planning. En vrai, il y aura toujours une partie. En général, c'est décomposé en 2 ou 3 parties. Soit c'est écrit partie A, partie B, partie C, soit c'est séparé par des questions, mais c'est clairement séparé. Il y aura une partie où il y a des probas conditionnels. Ça, c'est sûr. Enfin, sûr. C'est presque la base, c'est le départ en fait de l'exercice. Les exos comme ça, c'est tous les mêmes, mais tous les mêmes. Ensuite, bah, il y aura une partie forcément, presque tout le temps, sur la loi binomiale, parce que c'est un peu le gros chapitre, disons, la grosse notion de terminale en proba. En tout cas, jusqu'à maintenant. Vous verrez qu'il y a d'autres chapitres qui arrivent sur les variables aléatoires. Donc, il y aura d'autres parties. Là, je me suis arrêté à intervalles qui sont les intervalles de fluctuation, mais il y aura d'autres parties par la suite quand on aura fini de voir les autres chapitres. Ensuite, je vous le redis une fois, on verra une annale moins classique, donc là ce sera complexe. Non, la loi Poisson, elle sera pas au bac. Là en fait, c'est maintenant dans votre programme, en fait, ouais, c'est une très bonne question. La loi binomiale, en fait, elle fait partie d'un ensemble de lois. En fait, toutes ces lois-là, c'est des modèles. On va utiliser ces modèles-là comme des moules, en fait. Comme des moules pour sculpter quelque chose. Bah, on va avoir des modèles. Et dans telle situation, tel modèle s'applique plus. La loi de Poisson, c'est plus utilisé pour des modèles, pour modéliser des phénomènes rares. Et donc, ça, c'est pas, on le voit pas, nous, au lycée, en terminale. Donc non, il n'y en aura pas, mais il y a d'autres lois. Vous connaissez, vous, la loi qu'on dit équirépartie ou équiprobable. Donc c'est quand toutes les issues ont la même probabilité d'arriver. C'est l'exemple classique du dé que vous avez vu depuis aussi loin que vous pouvez vous souvenir de vos cours de maths. Voilà, il y en a d'autres. Ceux qui font maths complémentaires voient la loi géométrique, qui ressemble fortement à la loi binomiale, mais qui traduit un peu d'autres choses. Mais voilà, nous, on se concentrera sur la loi binomiale. Alors, c'est parti. Donc là, quelles annales j'avais pensé? Allez, c'est parti. Ouais, il y a celle-là. Donc celle-là, c'est 2021, Centre étranger, le jour 1. Voilà, bah, vous pouvez les retrouver sur Internet. Je vous les mentionne
comme ça pour que vous les ayez en tête. Alors, on va vite fait les analyser. Je ne vais pas les faire là, les annales. Vous trouverez les corrections facilement. On va juste les analyser. Le but là, c'est de comprendre comment elles fonctionnent et savoir reconnaître qu'est-ce qu'on nous demande à chaque fois. Reconnaître que c'est les mêmes questions tout le temps. Et du coup, après, il suffit de savoir faire une annale comme ça. Et a priori, vous savez toutes les faire. Donc, c'est ça le but là. C'est pas de recopier une correction que vous pouvez trouver sur Internet. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires que ce qui est écrit dans la correction en général, parce que les réponses sont assez vite faites. Il n'y a pas beaucoup de calcul ou de justification. Alors là, juste une mention particulière. Ça là, ce genre de truc, il y a des points sur ça. L'arrondi. Là, on a fait des bacs, le devoir commun des premières, le devoir commun des secondes. On disait ça et du coup, on vous enlève 0,25 si vous ne suivez pas ça. Parce que c'est comme ça que c'est fait au bac. Si on vous demande un arrondi, notez-le, surlignez-le, mettez-le avec du fluo de partout. Pensez bien à arrondir comme on vous le demande. Si on ne vous le demande pas, en général, les probas, c'est 2 ou 3 chiffres après la virgule. Voilà. Ok, alors là, c'est vraiment une annale, je pense, la plus classique que vous pourriez avoir. Bon, alors voilà, on nous dit que les utilisateurs réguliers de transport en commun, c'est 17% de la population. Parmi eux, il y en a 32% qui sont jeunes, disons, 18-24. Ok, donc classiquement, il y a les deux événements, il y a ceux qui sont réguliers et ceux qui ne le sont pas, donc ce sera bar. Et il y a ceux qui sont jeunes et ceux qui ne le sont pas, globalement. Voilà. Donc là, il nous propose déjà l'arbre, donc c'est encore plus facile, il n'y a même pas à hésiter, là c'est vraiment, on fonce, compléter l'arbre, R, si c'est la personne utilise régulièrement les transports en commun, les utilisateurs réguliers de transports en commun, c'est là, 17%. Donc on peut directement mettre 17% ici, ou 0,17. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas fonctionner avec des pourcents, parce que multiplier des pourcents, on voit tellement d'horreurs. Ça nous va très bien de faire les calculs avec les 0, les nombres décimaux. Je vous conseille de faire ça, quitte à la fin, dans votre phrase de conclusion, à rebasculer en pourcents. Il y a tant de pourcents de gens qui blablabla. Ouais. Parce que là, le 17% fois 32%, le 17 fois 32, il pue. Il pue. Donc attention à ça. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Et du coup, j'ai un peu anticipé. Parmi ces utilisateurs réguliers, donc là, je suis à cet endroit-là, chez les utilisateurs réguliers, il y en a 32% qui sont âgés de 18 à 24, c'est-à-dire J. Donc ici, 32% ou 0,32. Donc, ensuite, comment on complète si là on a 0,32, dessous, on aura ce qui manque pour faire 1. Okay, donc 0,68. Et pour celui-là aussi, si on avait 17% en haut, en bas, on a 0,83. Alors là, on n'a pas cela, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on s'en fout. On a mis les deux infos qu'on a, on n'a pas celle-là, c'est pas grave. Ça viendra plus tard l'info en général. Des fois, ils mettent des X aussi, mais on vous le suggérera de mettre X pour les probas qu'on ne vous donne pas dans l'énoncé. Alors, question 2, donc la question 1, l'arbre, c'est sûr que vous aurez un arbre à faire. Enfin, sûr. En tout cas, vous ne pouvez pas partir au bac sans savoir faire un arbre. Ça doit vous prendre 1 minute max. Ensuite, l'intersection. C'est sûr que vous aurez une intersection à calculer. L'intersection, vous ne pouvez plus vous tromper. Pour faire l'intersection, il faut multiplier les branches. Donc, je vais quand même faire ça. Je ne vais pas corriger, hein. Je vais complètement, mais juste pour qu'on parle de la même chose, je vais vous le faire visualiser. Ici, donc, on avait 0,17, 0,83. Oh, c'est dégueulasse ça. 0,83, 0,32, 0,68. Et les deux autres, on ne savait pas. Donc là, si on veut l'intersection, c'est-à-dire qu'on veut, ça. Ok? R et J. Donc ça, c'est 0,17 fois 0,32. Ça, normalement, c'est facile pour tout le monde. Vous êtes sûr d'avoir cette question?
Ensuite, ils nous disent, dans cette même étude, les jeunes représentent 11% de la population française. Montrez alors que la probabilité que la personne interrogée soit un jeune de 18 à 24 ans, n'utilisant pas régulièrement les transports en commun. Okay. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est à partir de cette info des 11%, cette info des 11%, il faut la retraduire. Okay. Donc là, souvent, la question 3, ce sera la formule des probabilités totales, c'est-à-dire P de J ou P de J bar. Okay. Donc, obtenir une lettre de l'autre côté de l'arbre, tout à droite. C'est-à-dire qu'il va falloir ajouter les branches qui y amènent. Okay. Donc là, la formule à retenir, c'est que P de J, hop, P de J, c'est égal à P de R inter J, donc la branche qui est déjà surlignée en rouge, plus la branche avec le R bar, l'autre qui amène à J, celle-ci. Ok. Ça, on sait que ça fait 0,11%. Donc, en résolvant une équation, on va pouvoir trouver la valeur qui nous manque. Je prends pas le temps de le corriger complètement, hein, mais essayez, la correction en ligne, encore une fois. Tout ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'on aura très très souvent dans les analyses classiques l'arbre, une probabilité d'intersection, puis la formule des probas totales. Okay. C'est quasiment tout le temps comme ça. Alors bon, il faut bien, si possible, mentionner que y a une partition de l'univers, etc. Voilà, je ne fais pas la rédaction, je ne fais pas tout ça. Je vous montre juste la structure. Donc la plupart du temps, la proba de J, elle se calcule directement. On vous demande de la calculer à partir des deux intersections. Mais là, on vous dit ce qu'elle vaut. Celui-là, on le connaît. Et celui-là, on ne le connaît pas, mais ça va nous donner ça du coup. Okay. On sait que celui-là, c'est 0,83 fois mon point d'interrogation. Donc, bah voilà, on fait une équation pour trouver le point d'interrogation. Ok. Et ensuite, la question 4, ben, ce sera, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? De tout ce que vous connaissez des probas de première, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ben, la proba conditionnelle. C'est sûr qu'on va vous demander une proba conditionnelle. Tout le temps. Donc là, ce serait P. Alors, pardon, j'ai même pas lu la question. En déduire la proportion de jeunes parmi les utilisateurs non réguliers des transports en commun. Donc ça veut dire qu'on regarde que les utilisateurs non réguliers. Ok. Donc, c'est-à-dire, ici, on va être sachant, donc on regarde la probabilité d'être jeune, ok, de tomber sur un jeune, sachant que ce n'est pas un utilisateur régulier. Okay. On regarde que parmi les utilisateurs réguliers. Ok. Donc ce sera quasiment tout le temps comme ça que vous allez être mangé, si je puis dire. Ok. Ensuite, si on continue, la partie suivante, il y aura la loi binomiale. C'est souvent séparé en partie A, partie B, pas tout le temps, mais presque. Donc là, c'est presque deux exos en fait, parce qu'on va vous rappeler à peu près les probas. Donc vous voyez là, bon, bah, déterminer que c'est une loi binomiale, calculer P de x égale 5 à calculette, on peut écrire la formule, ça fait bien. Ensuite, il y a une petite question liée aux intervalles de fluctuation, il faut vérifier si ça marche et vérifier si l'information est vraie. Et du coup, le nombre moyen, ça correspond à l'espérance. Ok. Donc voilà une annale complètement classique. Toute cette annale-là, vous devez, je crois que c'est fini, ouais, c'est fini, vous devez la connaître par cœur. Enfin, par cœur. Vous devez maîtriser ce genre d'annale. La partie A, c'est un énorme classique. Vous aurez ça, on verra dans une autre. Ouais, il y a la loi binomiale au bac blanc, bien sûr. Ouais, hein, ça rigole pas. Attends, et c'est bientôt le bac. Hein, va falloir pas chômer là. Et donc la loi binomiale, là, voilà. Bon bah, rappelez-vous bien ce qu'il faut mentionner pour dire qu'elle est bien, qu'on a bien une loi binomiale.
il faut dire ce que c'est x, donc ça compte un nombre de succès. Donc, dans le cas de l'exercice, il faudra faire avec l'énoncé. Faut dire qu'on répète n fois, en mentionnant que vos n, des expériences, des épreuves de Bernoulli ou des épreuves à 2 issues uniquement. Okay, c'est ça le but, c'est qu'il y ait soit l'un soit l'autre. Et qu'on le répète de manière identique et indépendante. Sinon, ça ne marche plus. Il faut que ce soit à chaque fois la même expérience qu'on refait over and over. Et donner la probabilité d'un succès. Voilà, il faut absolument qu'il y ait ces éléments-là. Faites une phrase type, mais sinon, faites-le en bullet point. Faites, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Voilà, souvent, il y a une petite question d'intervalle de fluctuation. On en verra d'autres par la suite. Voilà, je vous laisserai regarder et puis normalement ça devrait aller. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que vraiment, voilà, on va vous demander de justifier que c'est une loi binomiale, calculer quelques... Là, il n'y a que x égale 5, il pourrait y avoir un inférieur, un supérieur. Bon, on en a déjà fait dans le QCM, donc je ne m'attarde pas trop là-dessus. Ici, juste, je vais quand même vous préciser, il indique qu'il y a plus de 95% de chances parmi les 50 que moins de 13 d'entre elles utilisent régulièrement les réseaux sociaux. Donc elle est là, la inférieure. Il faut calculer la proba et vérifier si on tombe bien sur un truc plus grand que 0,95. Là, la proba à calculer, c'est d'avoir moins de 13 qui utilisent régulièrement les transports. Donc x inférieur ou égal à 13. Okay, enfin, moins de 13, j'avoue que c'est... moins de 13, non, c'est inférieur ou égal à 12, a priori. Moins de 13, ça veut dire que ça ne peut pas être 13. Sinon, ça aurait été au plus 13. Donc, pardon, c'est inférieur ou égal à 12. On calcule, à la calculette encore, ça se fait vite. Si ça fait plus grand que 0,95, c'est vrai. Si c'est plus petit, c'est faux. Et voilà. Et le nombre moyen, ça va beaucoup revenir. Commencez à vous y mettre à l'espérance. Parce que l'espérance, avec le chapitre des sommes de variables aléatoires, et etc., qui arrive, les autres chapitres de proba, vous allez en calculer à l'appel des espérances. Alors, pour rappel, dans une loi binomiale, l'espérance de la variable, donc la valeur moyenne qu'elle prendra sur un grand nombre d'essais, c'est n fois p pour la loi binomiale. Ok? Voilà, on vous demandait juste ça. Alors, je vous montre rapidement une autre annale pour qu'on voit que c'est exactement la même chose. Après, on fera une annale un peu plus difficile. Donc là, c'est une annale très classique, celle-ci, elle est de Métropole 2021. Donc voilà, on va avoir un test positif ou non. Voilà, bon. Traduire la situation à l'aide d'un arbre. Déterminer que la pièce choisie au hasard dans la production soit défectueuse et présente un test positif. Ça, du coup, c'est une intersection. Le mot « est » doit vous interpeller. Vous devez le voir. Je me caille avec cette clé. Vous devez le voir et du coup, là, c'est une intersection qu'il faut calculer. Ensuite, P de T. Donc, je vous fais rapidement. L'arbre, ici, je suis allé rapide sur l'énoncé, mais ce serait la pièce est défectueuse, la pièce ne l'est pas. Puis, le test est positif, le test ne l'est pas. Donc, P de T, c'est bien aller sur la dernière branche de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure ici. T serait à la place du J et T bar à la place du J bar. Donc, c'est exactement la même formule des probas totales qu'on vous fait utiliser. Vous voyez là, c'est vraiment exactement la même chose. Bon, et là, vous voyez, sachant que le test est positif. C'est-à-dire que là, on va encore avoir un sachant que, c'est-à-dire une proba conditionnelle avec la formule. Alors, c'est vrai que j'ai pas rappelé la formule. La formule des probas conditionnelles, il faut absolument la connaître. Si je veux la proba de A sachant B, dites-vous qu'il faut avoir les deux. Ok, donc B et A, donc B inter A, ou A inter B, c'est la même chose. Avoir A et B ou B et A, c'est bien la même chose. Divisé par quelle proba, c'est souvent là que vous vous trompez, mais dites-vous que là, ce qu'il faut mettre dans cette formule, ici au dénominateur, c'est la seule que vous n'avez pas encore. Ici, on a A. Ici, on a A et B. Laquelle on n'a pas? Bah B. Ok?
Voilà, donc vous voyez, la partie 1 là, c'est exactement la même que l'annale précédente. Je vais vite, hein, mais je vous montre juste les types de questions qui arrivent. Donc si vous avez ça en tête, tac, arbre, intersection, proba totale, proba conditionnelle. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça veut pas dire que ce sera tout le temps ça. Là, on parle d'une annale classique. Okay, l'ordre des questions peut aussi être un peu inversé. Bref, ça peut être un peu différent à chaque fois, mais globalement, c'est ça qu'on vous demande. Et partie 2, hop, justifier que x est une loi binomiale et déterminer les paramètres. Calculer la probabilité que cet échantillon contienne au moins une pièce défectueuse. C'est au moins la troisième fois qu'on le voit. Au moins une, c'est plus grand ou égal à 1. Donc 1 moins x égale 0. Ok, qu'on a déjà vu dans le QCM. Donc encore une fois, je vous l'avais dit, hein, elle arrive souvent celle-là. Et l'espérance, ben, n fois p, comme c'est écrit ici. Donc en fait, ah oui, interpréter le résultat de l'espérance. Bon, l'espérance, on l'a déjà dit, du coup, enfin, c'était dit dans l'autre annale, c'est le nombre moyen, enfin la valeur moyenne de la variable aléatoire lorsqu'on réalise un grand nombre d'expériences. Ok? Donc vous voyez, il y en a vraiment beaucoup des annales qui se ressemblent comme ça. Ce serait bien de les maîtriser, celles-là. Alors, surtout que, bon, je ne suis pas devin, hein, mais a priori, il y a tellement de nouveaux chapitres à exploiter au bac. Je ne sais pas si vraiment ils vont vous embêter avec les probas. C'est possible parce qu'on peut faire des probas avec des intégrales. Donc, ça revient sur la loi de Poisson. Euh, Avant, dans les anciens programmes, on voyait une loi à densité, ça s'appelle, qui se calcule avec des fonctions et des intégrales. Maintenant que les intégrales sont de nouveaux programmes, vous n'avez pas vu vous encore, mais une fois qu'on l'aura vu, c'est possible qu'il vous fasse un exercice sur la loi à densité, qui est une autre loi que, voilà, il y a la loi binomiale, la loi Poisson, il y a la loi à densité. Je ne détaille pas, mais vous n'avez pas besoin de connaître le cours dessus, mais c'est possible qu'on vous fasse le détail de ça. Voilà, qu'on vous guide dans ça. À part ça, a priori, la tendance c'est plutôt que vous ayez un exo relativement classique avec les chapitres de somme de variables aléatoires. Bon. Dans tous les cas, ces deux parties-là, vous devez les maîtriser absolument. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. D'ailleurs, j'en profite un peu pour vous dire si jamais vous voulez plus d'annales sur le site là de Math United, vous allez dans Terminal, Gestion de données, dans la partie loi binomiale. Okay, vous allez voir les exotypes contrôle. Et là, ben, vous prenez les annales récentes, disons, et a priori, c'est plutôt des annales classiques. Alors, je crois que surtout le 1, le 3 et le 4 de mémoire, c'est des annales classiques. Donc voilà, si vous voulez vous entraîner un peu plus, ici, à la fin des exos, il y a à chaque fois le nom de l'annale. Donc, il suffit de copier-coller pour avoir la correction en ligne, si besoin. Et voilà. Et si vous voulez vraiment avoir une correction détaillée, vous pouvez aussi, par moment, de temps en temps, m'envoyer votre exo corrigé par photo, votre exo, et j'essaierai de vous le corriger rapidement. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir se lancer dans les 15 dernières minutes sur une annale un peu plus difficile. Vous pensez là que ça va? Que vous maîtrisez à peu près ce genre de sujet? Si ce n'est pas encore le cas, il faut vraiment commencer par ça. Vraiment, ces deux annales là que je vous ai montrées de 2021, faites-les. Donc il y avait Métropole 2021 et Centre étranger 2021. Donc essayez de les faire en entier. Si vous réussissez celle-là, ces deux-là, vous n'avez plus besoin d'en faire des annales classiques. Considérez ça en fait, ça sert à rien d'en faire 40 milliards. Prenez-en deux, faites-les bien jusqu'à les maîtriser. Et ensuite, vous pouvez passer à des exos moins classiques. Ok, bah génial si les explications conviennent.
Vous êtes chaud alors? On peut passer à une annale plus compliquée. Alors vous allez voir, j'ai trouvé un truc un peu badass. Alors, euh, je l'avais jamais vu, j'avais jamais fait gaffe qu'elle était tombée. Pourtant, c'est pas vieux. C'est une annale de 2022 de centre étranger, hein, donc qui est tombée à Maurice. Euh, bon, je vais vous la montrer hein, d'ailleurs. Alors, pour être exact, il y en a deux. Alors, je vais pas faire les deux hein, parce que ça prendra trop de temps. Je vous les mentionne. Celle-là, elle est belle. Elle est facile une fois qu'on a déchiffré un peu, mais elle est belle parce que c'est un exo à une question. La question c'est, le jeu peut-il être retenu? Point d'interrogation. Donc ça, c'est pas commun. Rien que pour ça, elle n'est pas classique. Ça peut, dans certains cas, être vraiment perturbant d'avoir un truc comme ça. Euh, un exo avec un gros énoncé et une seule question un peu vague. Bon, ça, c'est sur 3 points, vous voyez. Bon, vous savez probablement pas, non, vous ne savez pas au moment du bac, mais on ne peut pas vous faire une question de toute façon sur 5 points. Je veux dire, ça n'existe pas au bac. Donc 3, c'est déjà pas mal pour une seule question. Finalement, c'est pas une seule question. Il faut vérifier si la condition 1 est vérifiée. Donc c'est presque un vrai-faux en fait. Là, on a le vrai-faux 1. Il faut vérifier si on a au moins 80%. Donc pareil, il faut calculer la probabilité et vérifier qu'elle soit supérieure à 0,8. Et ensuite, la durée, bon, ça dépend que du tableau hein, et de l'énoncé, ne doit pas excéder 6 minutes. Donc inférieur ou égal à 6. Si c'est plus grand que 6, alors c'est pas vérifié. En gros, il faut faire le calcul et vérifier si c'est vrai, entre guillemets. Donc, c'est assez original comme c'est posé. C'est pas très dur, mais c'est original. Donc celle-là, elle vaut le coup, comme ça, à l'occasion, une fois que les annales classiques sont bien maîtrisées, celle-là, elle vaut le coup pour un peu s'habituer à sortir de sa zone de confort. Vraiment, ça, ben, ça peut arriver, ce genre de sujet. Donc, faut être prêt à... Merde, ça ressemble pas à d'habitude. Il n'y a pas la partie A, il n'y a pas la partie B du tout, là. Il y a une question. Mais, mais vraiment, plongez-y vous, je ne vais pas la corriger, là, on n'aura pas le temps. Mais, mais c'est intéressant. Donc celle-là, elle est de Centre étranger 2023, pardon. C'est le sujet 2. euh, c'est l'annale du jour 2, Centre étranger 2023. Donc ouais, à regarder parce que intéressante sur la manière d'être posée. Et puis on n'est pas à l'abri que d'autres sujets sur les fonctions, sur la géométrie. Sur la géométrie aussi, il y a eu un sujet avec très peu de questions, pas comme d'habitude détaillé. Donc ça arrive quand même, ils en font de plus en plus. Donc à pas négliger. C'est bien d'en faire quelques-uns pour checker. Pour checker comme vous dites. Euh, ok. Alors là maintenant on va passer aux choses sérieuses les gars. J'espère que vous êtes on fire. Si là vous êtes déjà fatigué, alors bah, je vous conseille de faire une petite pause, une vraie. Je vais pas forcément tout corriger en détail, hein. Pareil, la correction est en ligne. J'ai jeté un œil, elle est compréhensive. Je vais détailler quand même ce qu'il faut faire. Je vais pas faire tous les calculs en fait. Je suis déjà allé voir la correction, j'ai noté quelque part, il faudra que je retrouve par là, les réponses. Le but c'est pas de vous abrutir avec des questions de calcul. Je mettrai quel calcul faut faire et le résultat directement. Le but, c'est juste que vous compreniez comment se débrouiller quand on a un sujet si différent. Alors, je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez en prendre un peu connaissance. Voilà, donc ça, je peux cacher. Il faut quand même que vous puissiez lire un peu. Bon, c'est peut-être pas très gros. Bon, la dernière question, à la limite, on la verra plus tard pour que vous puissiez quand même voir un peu. Euh, Là, en fait, ce qui est un peu étonnant, c'est cette question 2B là. Qu'est-ce qu'un trinôme vient foutre là? Franchement, on a eu plus ou moins, enfin, on a déjà vu des exos avec des suites et des probas.
Vous en avez tous vu normalement, que ce soit en première ou en terminale. Mais avec des trinômes, ben, c'est assez original quand même. Et là, ça va même aller plus loin que les trinômes. Vous allez voir, il va y avoir des fonctions, il va falloir faire des dérivés, mais des dérivés un peu costauds quand même. Un bon gros U sur V un peu lourd, quoi. Donc, euh, donc ouais, là c'est vrai que c'est assez déguisé là pour l'instant. On le regarde comme ça, on se dit ouais, qu'est-ce qui fout ce truc du second degré. Si on est un peu à l'aise avec delta machin, on se dit bon bah ça devrait aller quand même. Vous allez voir, c'est un peu subtil, mais intéressant. Donc je vous laisse déjà lire un peu. Pour l'instant, bon, a priori, quand vous regardez l'anal comme ça, bon, vous voyez des paires 9 euros, paire 1 euro, gain 5 euros. Ça, c'est assez classique avec les variables aléatoires. Il y a des histoires d'argent. Bon, c'est souvent des jeux d'argent. Donc là, a priori, vous n'êtes pas des jetons blancs, des jetons noirs. Bon, bah, soit c'est blanc, soit c'est noir. C'est bien binomial. A priori, bon. Euh, a priori, ça devrait pas être trop compliqué. Donc là, il faut juste rentrer tranquillement dans l'exo et voir à partir de quand ça devient un peu galère. Donc je vous laisse un peu le lire. Attendez, je vais zoomer un peu moins. Tac. Voilà, je vous laisse un peu en prendre connaissance vite fait. Moi, je recharge les batteries. Un petit coup de maté. Bon, je suis désolé, hein, ça a pris un peu de temps du coup. Là, mais on dépassera pas 5h30, hein, de toute façon. Là, je vous laisse un peu en prendre connaissance, essayer de faire l'arbre, d'avoir une idée de ce que ça donne, et puis après on le fera ensemble. Alors, tac. Hum. Ok. Bon, je vous ai pas laissé beaucoup de temps, j'en suis conscient. Mais bon, n'hésitez pas à couper le son, encore une fois, si vous voulez essayer. Coupez le son et puis vous pourrez toujours relever un peu la tête. Pareil, je vais essayer de cocher les questions où j'en suis à chaque fois pour que, pour que vous puissiez suivre. Donc, on va dire qu'on va faire un code couleur, enfin un code de symbole. Dès que je fais un trait, c'est la question sur laquelle on est. Dès que je fais une croix, c'est qu'on l'a vu la question. Ok? Comme ça, bah, ce sera plus clair. N'hésitez pas du coup à essayer vous-même, hein. En fait, c'est bien de se rendre compte de la difficulté tout seul euh, avant que je débloque le problème lié à la difficulté. Sinon, vous la verrez jamais vous-même et vous comprendrez pas pourquoi il y a une difficulté. Donc là, je vais commencer l'arbre. Donc si vous l'avez pas fini sur votre feuille, n'hésitez pas à mettre en pause pour, enfin, pas en pause, vous pouvez pas mettre pause. Enfin, si, peut-être. Mais du coup, ça va. Si vous mettez pause, ça reprendra au live là où j'en suis exactement. Si vous mettez pause maintenant, ça reprendra pas là où vous êtes arrêté. Ça reprendra directement là où je suis actuellement, quoi. Alors, bah du coup, je le fais relativement rapidement, hein. Donc, on a soit une boule blanche, soit une boule noire, ok. Et puis on recommence une fois, soit une boule blanche, soit une boule noire, soit une boule blanche, soit une boule noire. Ok, donc c'est très classique. Alors, je vous le mentionne tout de suite. A priori, ici, il y a l'énoncé est pas super bien fait en termes de notation. Donc, je ne vais pas noter n pour noir parce qu'en fait, n, ils vont l'utiliser plus bas, ici, là. Donc, en fait, ça va nous faire chier d'avoir n pour noir et n ici le nombre de jetons. Ça va être galère, on risque de mélanger les n et du coup je vais l'appeler B bar. Donc
pas blanc. Donc, vu qu'il n'y a que deux couleurs possibles, si c'est pas blanc, c'est noir. Ok. Donc, vous, a priori, vous auriez fait avec un grand N. Là, moi, je trouve que c'est pas super bien posé d'avoir appelé N leur inconnu plus bas. Mais bon, peu importe, hein. Là, c'est juste pour qu'on simplifie la vie. Donc, du coup, bah, il y a 3 boules blanches sur 5 au total et 2 noires sur 5 au total. Et vu que c'est avec remise, ça fait la même chose juste après. Donc, 3 et 2. Et puis, ben, en question 1, donc l'arbre, ça, normalement, c'est facile pour tout le monde, hein. Donc, 2 jetons noirs, 3 jetons blancs dans cette partie. Bon, là, c'est vraiment bidon, hein. Cette partie-là, c'est pas encore dur, hein. D'ailleurs, ça me fait penser, sur les annales difficiles, il y a toujours plein de questions faciles, hein. Donc, même si l'annale vous paraît complexe, ben, allez gratter des points sur les premières questions, hein. Parce que du coup, bon, bah, modéliser par un arbre, ça, normalement, personne ne fait faux à ça. C'est très rare d'avoir une copie où l'arbre est faux. Si vous faites encore l'arbre faux, il faut vraiment en faire plein parce que vous pouvez plus faire faux à ça, sinon tout le reste c'est bien difficile. Donc ensuite, on nous dit la probabilité de perdre 9 euros. Alors, ici c'est écrit qu'on perd 9 euros si on tire 2 blanches. Donc 2 blanches sur mon arbre, c'est là. Donc ça c'est une inter. Donc finalement il y a toujours la question classique, l'intersection. Donc avoir les 2 fois b, bah, ce sera 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Donc au carré, donc 9 sur 25. Bon, ça fait 0,36. Ok, donc ça c'est facile, hein, je vais un peu vite parce que ça fait partie encore des questions classiques. Donc là, on perdrait 9 euros. D'ailleurs, on peut voir les résultats à chaque fois. Là, ce serait 9 euros. Ok, ça peut nous aider, hein, de faire ça. Là, ce serait 9 euros. Et dans les autres cas, on a quoi? On perd 1 si on tire les deux noirs, c'est-à-dire ici. Donc moins 1. Là, c'était moins 9, pardon. On ne gagne pas 9, on perd 9, donc c'est moins 9. Et moins 1 ici. Et dans ces deux cas, si on tire des boules de couleurs différentes, c'est écrit qu'on gagne 5 euros. Voilà, parfait. On continue, donc là, c'est parti. On se lance dans la question 2. On considère maintenant que l'urne contient 3 jetons blancs, toujours, donc comme là, hein, ça n'a pas changé. Par contre, on nous dit qu'elle contient au moins 2 jetons noirs, mais qu'on ne sait pas exactement combien. On l'appelle N, d'où le fameux N. Là, ça va être le nombre de jetons noirs. Donc, ici, finalement, qu'est-ce qui va changer? Donc là, on a juste grand N. Ce qu'on sait juste, c'est que c'est le nombre de boules noires et qu'il est supérieur à 2. Ok, c'est galère d'écrire sur les PDF. Je ne vais pas du tout le faire. Hop, on n'a rien vu. Donc là, dans la question 2, on part avec le nombre de boules noires qui vaut n. On sait juste qu'il y en a au moins 2, c'est-à-dire 2 ou plus. Ok, on ne sait pas le nombre de boules total non plus du coup. Donc qu'est-ce qui change là sur mon arbre? Bah, sur mon arbre, alors je vais le mettre en orange pour ne pas avoir à changer l'arbre. Ici, en fait, bah, j'ai toujours 3 boules blanches. Ok, mais j'ai combien de boules noires pour avoir le nombre de boules total? J'en ai n. Donc j'aurai n plus le nombre de boules de blanches. Ok? Alors, ici, j'ai bien 3 boules blanches. Ça, c'était écrit ici. Enfin, jetons. Je ne sais pas pourquoi je dis des boules blanches à chaque fois. C'est des jetons. C'est pareil, hein. Sur le nombre total, c'est les noirs plus les blanches. C'est-à-dire ben, n plus 3. Ok? Et du coup, ben, pour les noirs, j'en ai combien? Ben, j'en ai n, on a dit. Sur combien au total? Ben, toujours n plus 3. Ok? Donc du coup, ben, ça va être la même chose ici. Enfin voilà, les probas sont répétés, hein. Je ne les recopie pas partout sur toutes les branches, mais elles iraient aussi là et là, hein. Et pareil pour les B bars. Enfin là, je disais là, hein. C'était pas très clair où amener ma flèche. Sur les B, ce serait toujours celle-ci, et sur les B bars, ce serait toujours celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Soit x la variable aléatoire donnant le gain du jeu pour une partie. C'est-à-dire ce qu'on a écrit en vert. Donc moins 9 euros, 5 euros ou moins 1 euro. Déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Alors attention là, là ce qui est dur,
là où on va perdre la moitié des élèves, c'est que là, tout le monde va foncer sur la loi binomiale. Mais là, pas encore. Là, on n'a pas de loi binomiale là. X ne suit pas une loi binomiale. Et c'est là la difficulté en fait. Donc déjà, que écrire ça là, bah là on en a perdu un quart. Et pour se rendre compte que c'est pas une loi binomiale, là on en perd une grosse partie aussi. Faut être prudent. Hein. Ici, c'est pas parce qu'on a une variable aléatoire qu'il y a la loi binomiale à ce moment-là. Attention, soyez prudent. Ici, je l'ai déjà mis en vert. La variable aléatoire x, c'est le gain, c'est-à-dire qu'elle a 3 valeurs possibles. La loi binomiale, si on vous saoule en fait à écrire, justifier que ça soit une loi binomiale, on vous dit à l'intérieur de cette justification qu'il faut que ce soit une expérience, une épreuve à 2 issues seulement. Une épreuve de Bernoulli, succès-échec. Là, c'est pas le cas. Là, il y a 3 issues. Donc en fait, la loi de probabilité ici, elle est un tout petit peu plus complexe. Enfin, complexe. Oui, il y a un chiffre de plus. Mais il y aurait moins 9, moins 1 et 5. Le x, le gain, ça peut être soit on perd 9, soit on perd 1, soit on gagne 5. Et du coup, établir la loi de probabilité, c'est du coup trouver les probas associés à chaque issue. Ok? Alors, ici, attention, on est dans ce cas-là, dans le cas orange, où là, c'est ça les probas. Donc là, si je veux avoir la proba de avoir 9 euros, ça va être ce truc-là fois lui-même. Ici, j'aurais aussi le 3 sur... je ne l'avais pas noté, hein, mais je pense que vous suivez. J'ai la même proba ici, ça ne change pas. Okay, sur le deuxième étage de l'arbre, c'est les mêmes probas, vu qu'il y a remise. Donc là, en fait, la proba d'avoir B et B, c'est-à-dire 2 boules blanches, et de perdre 9 euros, du coup, cette fois, alors je vais vous l'écrire ici, la proba d'avoir 2 boules blanches, donc ça, c'est avoir 9 euros. Okay, ça, c'est la proba que x vaille moins 9, perdre 9 euros. Okay, c'est ce qu'on cherche ici. Et du coup, ça va être les trucs orange là. 3 sur n plus 3 fois 3 sur n plus 3. C'est-à-dire au carré quoi. On multiplie par lui-même. Ça fois lui-même, donc au carré. Donc 9 sur n plus 3 au carré. Ok? Donc ici, j'aurai 9 sur n plus 3 au carré. Vous voyez, c'est quand même pas classique là. On ne voit pas ce genre de truc d'habitude. Alors, je vous laisserai trouver les autres. Ok? Donc là, pour b bar inter b bar, donc pour le moins 1, ce serait lui au carré. Ok? Et pour le 5, je vous laisse le retrouver. Ce serait du coup 3n, enfin 6n, parce qu'on l'a 2 fois, sur n plus 3 au carré. Ok? C'est exactement la même façon. Là, je vous donne déjà les réponses. Une fois qu'on a compris la première, les deux autres sont faciles. Okay? Là, ce qui est dur, c'est de lancer le truc. Hein. Mais une fois qu'il est lancé, c'est bon. Ok, donc là, on a la loi de probabilité. Ça, c'est fait. Et là, question random, qui sort de nulle part. Franchement, là, on a l'impression que ça sort de nulle part. Évidemment, ça ne sort pas de nulle part. Si c'est question de A, B, C, D, ça veut dire que les 4 questions sont plus ou moins liées. Okay? Sinon, ce serait question 2, question 3, question 4. Okay? Donc là, il faudrait résoudre l'inéquation. Alors là, je ne vais pas traîner sur ça parce que ça, c'est du second degré. Pour résoudre l'inéquation, il faut faire delta. Alors je vais juste vous donner les valeurs. Delta, c'est ça. Et x1, il vaut 3. Et x2, il vaut 27. Okay? Pour trouver le signe du trinôme, parce que là on a un trinôme, on cherche à savoir quand est-ce qu'il est positif. Le signe du trinôme, c'est positif, du signe de A à l'extérieur des racines et du signe de moins A au milieu. Ici, le A, il vaut moins 1. C'est ce qu'il y a devant le x carré. C'est moins 1. Donc comme A égale moins 1, notre polynôme, il est comme ça. Il est concave. Ok? Et donc,
Ben, le tableau de signes, ça ferait un truc comme ça. Oh, tac, tac, x1, x2, hop, hop, ça vaut 0. Donc trinôme, hein, je vais juste écrire ça. Ce serait signe de a à l'extérieur des racines, donc moins, moins, et signe de moins a au milieu. Et donc nous, on cherchait à savoir quand est-ce que c'était supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Ben, c'est quand x, ici, petit x encore, appartient à 3,27. Alors, je ne prends pas le 3 et le 27 parce que c'est strictement plus petit, plus grand que 0. Strictement positif. Donc, on ne prend pas le égal 0. OK? Bon, ça, c'est fait. Ensuite, la question c'est déterminer le nombre de jetons noirs que l'urne doit contenir, donc déterminer n, afin que ce jeu soit favorable au joueur. Alors là, je vous rappelle juste ce que ça veut dire. Un jeu favorable au joueur, ça, il faut le retenir parce que, encore une fois, c'est des questions qui vont revenir de plus en plus souvent. Un jeu favorable, ben, c'est quand, globalement, on gagne. Ok ? Globalement, ça veut dire en moyenne. Et la moyenne, c'est l'espérance, globalement. Ok ? Donc, jeu favorable, ça veut dire que l'espérance doit être positive. Pardon. Yes? Donc, l'espérance, comment on calcule ça? Alors, pareil, ça, vous allez bien le revoir. Nous, on l'a déjà revu dans ma classe. Il faut faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, vous voyez que ça donne un sacré bordel. Mais, bah, c'est pas grave, hein. Enfin, ça donne un gros calcul. Mais en soi, bon, bah, faut faire moins 9 fois ça, moins 1 fois ça, ça va. 5 fois ça, bon, ça reste relativement simple. Enfin, relativement simple. Je vous challenge là. Donc, l'espérance, voilà, il faut bien se rappeler qu'il faut tout multiplier. Moins 9 fois, donc c'était 9 sur n plus 3 au carré, plus blablabla, plus les autres. Ok? Et donc le résultat, ça donne, je vous le mets direct, c'est facile, c'est déjà tout au même dénominateur. Il y en a peut-être qui s'y attendent sur quoi on va tomber. Attention, ouah, ça ressemble à un trinôme, de la bombe, on l'a vu juste avant. Attends, est-ce que c'est bien le même? Oh oui, c'est le même. Et là, du coup, ça veut dire que trop bien. Vous avez déjà les réponses. Donc là, vous aviez un truc qui avait l'air hyper chiant, hyper galère. Et finalement, on retombe sur, sur le trinôme qu'on a vu à la question d'avant. Donc c'est pratique parce que si on vous l'avait fait résoudre à ce moment-là, ça aurait été dur. Ils vous l'ont sorti du truc. C'est souvent comme ça, quand vous avez une question un peu random, enfin vous avez l'impression qu'elle sort de nulle part, c'est justement qu'elle va vous servir plus loin. On vous l'a fait à part pour que vous ne soyez pas gêné en fait, que vous ayez toute votre attention sur un seul truc. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quand est-ce que ça c'est positif, du coup, quand le jeu est favorable. Et donc, bah, comment ça peut être positif? Bah, le truc du bas là, c'est un carré. Donc ça, c'est forcément positif. Donc super, ça, on s'en occupe pas. Et ça peut pas être égal à 0, bien sûr, d'une part parce que n est un nombre entier, okay, positif. C'est un nombre de jetons. Donc ce sera forcément un nombre entier positif. Si on ajoute 3, ce sera forcément plus grand que 0. Okay, donc pas de division par 0, pas de valeur interdite. All good. Donc là, on est content. Donc du coup, ça va dépendre du signe de lui. Et le signe de lui, on le connaît. Ça veut dire que ce sera positif, on a dit, entre 3 et 27 exclus. C'est-à-dire, ce sera positif, e de x sera positif pour n appartient à, roulement de tambour. Si vous pensez 3,27, soyez un peu plus subtil. On veut que ce soit strictement positif. Donc, enfin ouais, 3,27, on aurait pu le dire, mais là, sans prendre les crochets. Mais du coup, c'est plus intéressant de savoir quelles sont les valeurs qu'on peut prendre, plutôt que mettre en avant les valeurs qu'on ne peut pas prendre. Ok ? Donc voilà. Donc en fait, l'espérance est positive
si on a entre 4 et 26 jetons noirs. Ok? C'est-à-dire que le jeu est favorable aux joueurs avec 3 jetons blancs et entre 4 et 26 jetons noirs. Ok? Parfait. Alors, je vais accélérer un peu. Là, ça va vraiment se compliquer. Je vais vous donner les éléments pour le faire tout seul. Alors, regardez bien, ça c'est important. On passe à la question D. Combien de jetons noirs le joueur doit-il demander afin d'obtenir un gain moyen max? Ok, on se pose. Gain moyen max. Gain moyen? Ah bah c'est ce qu'on vient de calculer, c'est l'espérance. Donc on veut l'espérance max. Ok? Donc l'espérance, elle vaut quoi? Bah elle est là, l'espérance. Ok, c'est ce truc-là, là, qu'on vient de calculer, ce truc dégueulasse. Eh ben on veut que ce truc dégueulasse soit maximum. Et comment on fait pour trouver des maximums? Roulement de tambour. What? C'est quoi déjà les maximums? Non, je rigole. Comment alors on trouve des maximums? Donc là, disons, pour une fonction quelconque, comment on va trouver son maximum? Eh ben, les maximums, pour rappel, on les trouve grâce aux dérivés. C'est-à-dire que là, il va falloir poser une fonction. Alors, je vous conseille de... Vous pourriez utiliser directement avec des n, mais au bout de 2 lignes, vous allez mettre des x. Donc, posez tout de suite une fonction avec des x. Donc, la fonction espérance, ce serait celle-ci avec des x, disons. Moins 81 sur x plus 3 au carré. Et donc, il va falloir dériver. Ok? Dériver, il va falloir dériver. Ouais. F', donc avoir F', pour regarder quand est-ce qu'elle vaut 0. F', quand est-ce qu'elle vaut 0. Et change de signe. À ce moment-là, c'est qu'on a un extrémum. Donc vous voyez, là on a fait des polynômes. Et là, on se lance dans une étude de variation de fonction quasiment. Enfin, pas quasiment. On se lance dans une étude de variation de fonction en plein cœur d'un exode dérivé, à la question 2D quand même. Donc c'est pour ça qu'il n'a rien de classique, cet exo. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. Bon, je vais vous noter les résultats intermédiaires. On trouve que f' de x, ça fait 36 fois 7 moins x sur x plus 3 au carré. Ou puissance 4, pardon. Donc pour trouver le signe de ça, tout ça là, bah ça on sait que c'est positif. Ok, puissance 4, 36 c'est positif. C'est même pas nul, ça peut pas s'annuler, donc c'est strictement positif. Donc finalement le signe va dépendre de 7 moins x. Encore une fois je vais un peu vite, hein, mais grosso modo ça va faire quoi? Bah x, nous on sait qu'il peut aller entre 4 et 26. X c'est notre n, hein, c'est notre nombre de jetons noirs. On l'a juste mis en x pour que on se mette bien en mode fonction. Et du coup, ben, f', ça va changer de signe à 7. Donc, ce sera positif avant et négatif après. Ok, je vous laisse faire l'analyse tranquille. Prenez votre temps, mais c'est vraiment pour voir où on va. Et donc, notre fonction f qui correspond à l'espérance de n, d'ailleurs j'ai mis x là-haut, c'était espérance de n, pardon. C'est n là, notre... non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est bien x, pardon. Oubliez ce que j'ai dit. C'est bien espérance de x. Ok. Du coup, ça nous donne une flèche qui monte, une flèche qui descend. Et donc ici, on a bien un maximum. Ok. Donc pour un nombre de jetons noirs égal à 7, le gain moyen du joueur est maximum. Ok. Alors, je passe vite sur la question 3, je ne vais pas trop la faire, là on arrive à la fin, je n'ai pas trop le temps. Ici, donc, vous voyez, ça y est, on se lance maintenant dans une loi binomiale. Comment vous pouvez le voir? Bah parce qu'on va répéter là. 10 joueurs, ça veut dire que on va répéter 10 fois
une même truc. Donc là, ça y est, c'est fini la galère avec les grands N égale... enfin, avec le grand N tout court. Là, on va prendre le max, ok, pour là où on a l'espérance max, donc 7 jetons noirs, et on refait les calculs. Ok. Quelle est la probabilité d'avoir au moins un joueur gagnant? Encore et toujours, la même proba, vous voyez, hein, je vous mentais pas, hein, au moins un, c'est un ou plus. Donc, le total moins celui d'en avoir 0. Ok. Avec, du coup, là, cette fois, on a une loi binomiale. Donc, cette fois, on va l'appeler Y. Ok. On va surtout pas appeler X si vous l'avez déjà utilisé plus haut. Et donc là, on va essayer 10 fois. Et vu qu'il y a donc là le succès, donc quelle est la probabilité d'avoir au moins un joueur gagnant 5 euros? Donc là, le succès, c'est si on gagne 5 euros. Donc là, il va falloir mettre la probabilité des 5 euros. C'est-à-dire, on l'avait vu ici, la proba d'avoir 5 euros, c'est ça. Enfin, celle-là, là, la dernière, avec n égale 7. Donc 6 fois 7, 42, sur 10 au carré. 10 au carré, ça fait 100. Donc 42 sur 100, ça fait 0,42. Donc ici, ce sera la probabilité de succès 0,42. Et voilà. Et là, on retombe sur une question un peu plus classique. Donc vous avez vu ce sujet bien intéressant, bien différent, bien costaud. Il est très intéressant. Si vous êtes plutôt à l'aise avec les exos classiques, ça vaut le coup de le reprendre dans quelques jours à tête reposée et d'essayer de le faire complètement. Okay. Pour rappel, c'est le Centre étranger 2022, sujet 2. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si la correction si besoin. Et voilà, ça devrait le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Ça vous a plu? Je suis désolé, j'avais dit 1 heure, 1 heure et demie, je suis à 1h36. Bon, j'ai commencé à 5. mais, mais ouais. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez à peu près capté. Bon, pour rappel, hein, avant de vous laisser, je vous fais un petit récap. On a vu quelques QCM, enfin un QCM, donc plusieurs questions un peu en vrac. Donc on a vu avec le chat que bon bah il y en a beaucoup finalement qui n'avaient pas forcément la bonne réponse. Donc intéressant à aller voir ce QCM. On a bien vu comment étaient construites les annales classiques avec les probas conditionnels de première d'abord, arbre, proba d'intersection, proba totale, proba conditionnel avec la formule. Et là, on vient de voir une annale moins classique. Voilà, donc ça vous donne un peu les différents aspects. Et c'est à vous après maintenant de focus sur quelle partie vous comprenez le moins, quelle partie vous pose le plus de difficultés. Alors pour être serein au bac, il faut arriver jusqu'à là au moins. Les annales moins classiques, bon bah si vous n'êtes pas assez à l'aise pour les faire, c'est pas grave. Misez sur les annales classiques de chaque domaine et normalement vous allez quand même assurer masse de points parce que la plupart sont des exos classiques. Ok? Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions de dernière minute, si là il y a un truc que vous aimeriez que je repasse vite fait là sur les 5 dernières minutes, n'hésitez pas. Si je sais pas, voilà, je vous rappelle juste si que du coup on va faire, je proposerai du coup 3 autres au moins live. Il y en aura un sur la continuité et le TVI principalement, mais on verra un peu plus large. On verra un peu à quoi ressemble un exo de fonction classique. Donc les exos de fonction, c'est les plus durs. Donc voilà, ça va être costaud, mais bon, c'est important de le faire. Ensuite, donc ça c'est le samedi 5 avril. Et puis le dimanche 6 avril, pareil, hein, tout le temps à 16h, on fera des suites. Donc les suites, pareil, hein, on fera des questions classiques à absolument maîtriser. On verra des vrais faux parce que les vrais faux avec les suites, ça tombe à fond. Et on essaiera de faire un peu des exos moins classiques, un peu atypiques, qui tombent un peu.
Et voilà, les suites ont tendance à se corser un peu. On a eu pendant très longtemps des annales vraiment identiques d'une année sur l'autre. Là, ça commence à évoluer un peu, donc voilà, intéressant aussi. Et puis le 9 avril, la veille du coup du bac blanc pour la plupart d'entre vous, enfin que ce soit une spé ou l'autre, euh, je vous propose, moi je vais préparer des QCM en vrac et des vrais faux en vrac sur un peu tous les sujets. J'en ferai comme ça jusqu'à ce que vous veniez avec vos questions sur un sujet en particulier. Quelqu'un m'a demandé un peu sur les équadifs au début. Pourquoi pas, si vous avez une question sur les équadifs et que je ne l'ai pas encore traité, ben allez-y, hein, et puis on regardera à ce moment-là. Je me mettrai à votre disposition. Voilà, s'il n'y a pas de questions, bah moi je corrigerai quelques vrais faux et quelques QCM. Et puis voilà, si vous avez des questions, ben c'est l'occasion. Ce sera le dernier jour avant vos révisions. Je propose 16 heures pour que voilà, ça dure une heure et demie pareil, et qu'à 17h30 vous puissiez ranger vos cahiers et aller vous reposer. L'idéal, ce serait qu'après 5h30, ben stop quoi. Vaut mieux se reposer et arriver en forme que, que forcer le truc. Voilà. Bah écoutez, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous souhaite bah, une bonne soirée. Je vois qu'il n'y a il y a pas de questions supplémentaires. J'espère du coup que ça vous aura paru clair. Bon, bah en tout cas, force à vous. Et puis, et puis on se voit bientôt. Allez, tchou tchou, bye bye. Alors, faut juste que je vois comment on coupe ça. Allez, ciao.